Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour étudier un exercice que je donne souvent en colle en début de première année et qu'on va résoudre aujourd'hui de deux manières différentes à l'aide des seuls outils de terminale. Dans cet exercice, il est question d'établir une collection de majorations. Pour chaque entier naturel non nul, on souhaite majorer la somme des 1 sur racine de k par 2 racine de n. Question d'Achille. Peut-on procéder tout de suite à un raisonnement par récurrence ? Alors, à la question peut-on, la réponse est oui, mais il convient de procéder à quelques réflexions au préalable. Parce que si Achille a tendance à procéder par automatisme, il risque de se retrouver confronté à des colleurs taquins qui vont remplacer le petit 2 racine de n qu'il y a ici par un 2n racine de n. Et dans ce cas, procéder à un raisonnement par récurrence, c'est très curieux et tout à fait inefficace. Et je t'invite à prendre quelques temps pour essayer de comprendre pourquoi. La question qu'on se pose essentiellement, sans parler d'exercice, quand on souhaite majorer une somme, eh bien c'est tout d'abord de la calculer. Mais ici on ne peut pas. 1 plus 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 3, en tout cas je ne sais pas comment faire. La deuxième question qui vient ensuite, c'est est-ce que je ne pourrais pas la majorer moi-même ? Et il y a une manière très simple de faire ici. On pourrait faire en sorte de majorer ce terme par 1, celui-là par 1, et celui-là par 1. En fait, chaque terme de la somme est plus petit que 1, et on obtiendrait nous-mêmes, sans aucun raisonnement par récurrence, un majorant qui est tout simplement n. Et pour toutes les valeurs de n, on peut démontrer sans aucune peine que n est inférieur à ce fameux 2n racine de n. Et voilà comment un raisonnement par récurrence se retrouverait tout à fait inefficace. Donc ce que je mets en scène ici, c'est avant de se ruer vers la première solution qui semble fonctionner, c'est une alternative. Et je vais l'écrire, cette alternative. Et voici donc l'alternative. Soit on parvient à établir une majoration assez fine par nos propres moyens, ce qui ne semble pas être le cas ici dans un premier temps, puisque ce n'est pas 2n racine de n qu'on souhaite trouver, c'est 2 racines de n, et malheureusement, notre majorant qu'on a ici est trop grossier. On le voit d'ailleurs qu'il est trop grossier, par exemple au fait que pour n égale 10 000, je majore ici 1 centième par 1, ce qui est scandaleux dans un certain sens. Ou alors, on est incapable de produire un tel majorant par nos propres moyens, et on a tendance effectivement à se diriger, lorsqu'on observe un pour tout n dans n étoiles, vers un raisonnement par récurrence. Et on peut d'ailleurs agrémenter cette intuition, donc qui nous pousse vers le raisonnement par récurrence, d'une autre considération que je vais écrire à présent. Et voilà cette considération. Ce qui nous permet une belle perspective d'hérédité, c'est que la somme de k égale 1 à n plus 1, qu'on va retrouver pour essayer de démontrer la propriété au rang n plus 1, on va pouvoir la décomposer comme cette somme qui va relever de la propriété au rang n, qu'on va utiliser comme hypothèse de récurrence, plus le dernier terme qu'on a laissé de côté. Donc on va traiter les deux cas. On va commencer par traiter un raisonnement par récurrence, dans un premier temps, la solution vraiment type terminale qu'on attend, et ensuite on verra comment produire nous-mêmes une telle majoration par une technique que je laisse pour l'instant dans le mystère. Voilà. Donc étant donné qu'on commence par un raisonnement par récurrence, eh bien, je vais mettre en place les choses usuelles, la propriété, l'initialisation, et on se retrouvera un peu plus tard lorsque les choses commenceront à frotter. Alors voilà un premier endroit où on pourra éventuellement me poser une question. Et c'est sur ce, on vérifie aisément. Donc, les choses ont été faites proprement jusqu'alors. On a introduit la collection de propositions dont on voulait montrer qu'elles sont vraies. On a annoncé à celui qui nous lit qu'on raisonne par récurrence, et j'explique ici qu'il n'y a aucun enjeu derrière la vérification de P de 1. La raison, très simple, c'est que dans le cas où n égale 1, la somme vaut 1, puisqu'elle ne comporte qu'un seul terme égal à 1, et le majorant strict vaut 2, et 1 étant strictement plus petit que 2, eh bien il n'y a pas grand-chose à dire. Donc je traduis ça par un « on vérifie aisément », mais si jamais je souhaite produire le détail, eh bien j'écrirai ce que je viens de dire ici. Maintenant, je vais mettre en place l'hérédité, et là encore, on se retrouve quand les choses commencent à frotter.
Et voilà où on se retrouve. Donc on a considéré un entier naturel non nul n quelconque, on a supposé que la propriété était vraie au rang n, et on se propose de la démontrer au rang n plus 1. Pour cela, il s'agit de majorer cette somme, et comme on l'a annoncé un peu plus tôt, en l'occurrence ici, on a décomposé la somme en le paquet des n premiers termes et le n plus unième, ce qui nous a permis d'utiliser P de n, qui nous sert d'hypothèse de récurrence dans ce raisonnement. Maintenant, le but, ce n'est pas d'obtenir ce majorant-là, mais c'est plutôt d'obtenir celui-ci. Donc je vais le faire apparaître ici. Pour nous, notre but, ce serait de démontrer que c'est strictement plus petit que 2 racines de n plus 1. Et c'est là qu'en fait, chez les étudiants, et notamment en col, je retrouve de temps en temps des mécanismes qui consistent à partir de ce majorant-là et à continuer à majorer comme ça successivement, en espérant, au bout d'un moment, aboutir à ce tant désiré de racine de n plus 1. Mais le problème de cette démarche, c'est que il est peut-être possible de le faire par des manipulations de l'arithmétique, mais ça ne va pas être évident. On retrouve un n dans la racine. Ici, on se demande comment il pourrait disparaître par magie pour laisser place à un n plus 1. Et puis il y a aussi ce terme avec un trait de fraction qu'il va bien falloir faire disparaître au bout d'un moment. Donc c'est pas du tout évident qu'on puisse le faire de cette manière-là. Et justement, je vais proposer ici une manière calme de faire les choses, puisqu'on se rend compte qu'au-delà de toute considération des sommes de 1 sur racine de k, de raisonnement par récurrence, bien on nous demande de démontrer une inégalité. Donc je vais prendre une respiration dans ce raisonnement par récurrence, et dire qu'il me suffit, pour établir l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1, d'établir l'inégalité que je vais écrire là. Et voilà le travail. Donc j'ai explicité l'inégalité qu'on se propose désormais de démontrer. Alors pour démontrer une inégalité, eh bien, on peut procéder en faisant la différence du terme qu'il y a à droite et de la somme des termes qu'il y a à gauche pour essayer de démontrer qu'on obtient une quantité qui est positive. Alors on va avoir droit à une réduction même dénominateur, les choses peuvent se faire ainsi, et bon, ça permet d'aboutir. Mais ici, j'aimerais te montrer justement ce qui fait l'intérêt pour moi de cette hérédité, c'est que dans la différence entre 2 racines de n plus 1 et 2 racines de n, et je me dis qu'on peut quand même faire quelque chose. Peut-être faire quelque chose, parce que ce sont des termes qui sont très proches. Par exemple, pour n égale 10 000, on a 2 racines de 10 001, 2 racines de 10 000, 2 racines de 10 000. C'est petit, cette chose-là. Et il existe un moyen technique de formaliser le fait que cette différence soit petite. Peut-être que tu l'as déjà vu au lycée, alors je te laisse éventuellement quelque temps pour te rappeler la manière dont on pourrait manipuler une expression du type racine de a moins racine de b. Alors peut-être t'en es-tu souvenu, c'est une histoire d'expression conjuguée. Voici comment on va procéder. Je vais écrire qu'on calcule la différence entre les deux racines, donc je vais laisser le facteur 2 dans un premier temps. On va écrire 2 racines de n plus 1 moins 2 racines de n. Et le coût de l'expression conjuguée, bien déjà on va mettre le 2 en facteur, puisque ça ne mange pas de pain, et ça simplifiera l'expression par la suite, donc 2 racines de n plus 1 moins racine de n. On va multiplier en haut et en bas par la même expression, mais à la place d'une soustraction, on va avoir une addition. Donc on va multiplier en haut et en bas par racine de n plus 1 plus racine de n. Et dénominateur qui apparaît, c'est exactement le même. Alors on peut se demander, mais quel est l'intérêt d'une telle manipulation? Eh bien l'intérêt de cette expression conjuguée, c'est de faire apparaître au numérateur une identité remarquable, puisqu'on a quelque chose du type a moins b à gauche, et a plus b à droite. Et donc, ce produit-là, étant égal à a carré moins b carré, par identité remarquable, ça permet de faire sauter les racines au numérateur. Et ici, en l'occurrence, on a racine de n plus 1 carré qui vaut n plus 1, racine de n carré qui vaut n, et donc il ne reste plus que 1 au numérateur, sans oublier le petit 2 qu'il y a ici. Et donc on obtient, en bout de chaîne, un 2 sur le dénominateur qu'on a fait apparaître en haut et en bas, que je vais laisser en noir d'ailleurs, ça ne sert pas à grand chose de le mettre en rouge. Et donc là, on comprend bien, avec cette fraction-là, qu'on a une quantité qui est très petite. Pour n qui devient très très grand, eh bien, on observe bien là une quantité qui tend vers 0, voilà, lorsque n tend vers l'infini. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à comparer. Donc on a fait la différence entre le terme de droite et un seul des termes de gauche, en l'occurrence celui-là,
et il ne reste plus qu'à comparer cela à 1 sur racine de n plus 1. Là encore, je pourrais dire qu'il suffit de démontrer que... Je vais écrire ça calmement. Voilà comment se transforme notre inégalité, ici, en faisant passer le terme 2 racines de n à droite, de l'autre côté. Donc la démarche que je propose pour établir cette propriété au rang n plus 1, c'est de reformuler ou de donner des conditions suffisantes qu'on espère de plus en plus simples jusqu'à observer quelque chose qui est vrai. Donc la question c'est est-ce que cette inégalité, est-ce qu'on peut dire qu'elle est vraie? Et étant donné qu'on compare deux fractions dont les numérateurs et dénominateurs sont positifs, eh bien finalement on peut s'arranger, parce que le terme qu'il y a à gauche, on pourrait l'écrire comme 2 sur 2 racines de n plus 1 par exemple. Et ce que ça permet de faire, c'est de dire que, étant donné que les numérateurs sont égaux, eh bien pour qu'on ait la fraction de gauche plus petite que celle de droite, il faudrait que le dénominateur de gauche soit plus grand que celui de droite, par décroissance de la fonction inverse sur R+. Et il s'avère que c'est le cas, et c'est le cas puisqu'on a déjà une racine de n plus 1 ici, donc ça fait déjà la moitié de ce qu'il y a là, et là on a quelque chose de plus petit que racine de n plus 1, et ça c'est par croissance de la fonction racine carrée sur R+. Alors j'invoque des arguments de croissance, de décroissance, je vais peut-être essayer de mentionner dans la rédaction que j'ai une considération pour ce genre d'argument, et je vais conclure que cette inégalité est vraie. Et voilà comment on aboutit à une inégalité vraie. Et à partir de là, on peut remonter, puisqu'on fonctionne par un système de conditions suffisantes, donc cette inégalité est vraie. Ça nous permet d'en déduire que l'inégalité qu'on avait baptisée par une petite note de musique ici est aussi vraie, et on en déduit donc que la propriété au rang n plus 1 est vraie, et c'est tout ce qu'il nous fallait pour établir cette hérédité dans le raisonnement par récurrence. Donc maintenant, je vais écrire qu'on a bien ça, et je vais aussi conclure, et on se retrouve à la fin pour faire un petit bilan de ce qu'on a fait. Question de Jade. N'est-il pas recommandé de faire apparaître les mots initialisation et hérédité? Alors, ce raisonnement par récurrence, d'un point de vue logique, il est complet. C'est-à-dire qu'on a démontré deux choses en réalité. On a démontré que P de 1 est vrai, et on a aussi démontré que pour n'importe quel entier naturel non nul n, qu'on a introduit par un soit un peu plus haut, on disposait d'une implication entre la propriété au rang n et la propriété au rang n plus 1. Et dès lors que la structure logique qu'il y a ici est traduite fidèlement par la rédaction qu'on propose, je pense qu'il est raisonnable de pouvoir conclure sans faire apparaître les mots initialisation et hérédité, dans le supérieur. À partir de là, en terminale, si ton professeur te recommande d'employer un modèle de rédaction prédéfini, eh bien je te recommande de le suivre tout simplement et d'attendre un peu plus tard pour te contenter d'une rédaction comme j'ai pu le présenter. Mais l'important, c'est de comprendre la structure logique qu'il y a derrière. Dès lors qu'on a accès au premier barreau de l'échelle et qu'à partir d'un barreau donné, on peut toujours accéder au suivant, on peut accéder à n'importe quel barreau. Et je vais transcrire ça comme ceci en disant que ces considérations-là à gauche, ce système-là, équivaut à dire que pour n'importe quel entier naturel non nul n, on dispose de la propriété au rang n. Et c'est exactement ça que j'ai conclu avec ce fameux quantificateur universel, que tu pourras retrouver dans ma formation sur les raisonnements d'ailleurs. Question d'Ambre. Qu'en est-il de la solution consistant à produire un majorant directement? Alors c'est vrai que j'avais promis deux solutions de cet exercice, et je vais m'exécuter. Et la raison, c'est effectivement ce petit 2 racines de n. Et on est en droit de se demander, si l'énoncé ne nous avait pas fourni ce majorant, comment aurait-on fait pour obtenir quelque chose de plus fin que le majorant que j'ai obtenu à la h, qui était n? Eh bien, c'est la deuxième solution de cet exercice, donc je vais la mettre en place, et je te l'assure, elle part d'une idée très simple. Cette idée, je vais te la présenter sur un dessin. En fait, on va représenter le graphe de la fonction qui a t associe 1 sur racine de t.
Donc c'est une fonction décroissante qui tend vers 0, et alors là, il va y avoir une représentation tout à fait grossière. Voilà, ça suffira. Maintenant, la grande question qu'on se pose, donc c'est l'origine de l'idée, c'est comment représenter graphiquement la somme de k est égale à 1 à n des 1 sur racine de k, sachant que j'ai sous les yeux le graphe de la fonction qui a t associe 1 sur racine de t. Alors pour représenter les 1 sur racine de k, là c'est facile. Dès lors qu'on s'est tracé la courbe représentative d'une fonction, on sait représenter les 1 sur racine de k. On va en effet trouver ici, donc si j'abaisse le point d'abscisse 1 qui correspond à une ordonnée de 1 sur racine de 1. Ensuite, on va avoir ici le point d'abscisse 2, dont l'ordonnée est 1 sur racine de 2, le point d'abscisse 3, le point d'abscisse 4, etc. Sauf que ça ne convient pas tellement, dans le sens où la somme, eh bien ça serait une somme d'ordonnées, et on ne sait pas trop quoi en faire, quoi. Mais on peut interpréter les choses autrement, et c'est là que ça devient très joli, c'est que l'ordonnée qu'il y a ici, je peux aussi l'interpréter comme l'aire du rectangle que je dessine à présent. Et la raison, c'est qu'il y a ici une distance de 1. De la même manière, le 1 sur racine de 2, qui est l'ordonnée du point que je désigne ici, c'est aussi l'aire du rectangle qu'il y a là. Et la raison, c'est encore la même, c'est qu'il y a là une distance de 1. Et on peut continuer comme ça, petit à petit, à représenter les termes de la somme, donc les 1 sur racine de k, non pas comme des ordonnées de points, tout simplement, mais comme des aires de certains rectangles. Et une idée très jolie ici, c'est qu'on a un majorant qui se présente. Alors, si tu n'as jamais vu la chose, tu pourras peut-être essayer de le deviner. Est-ce que tu arrives à deviner par quoi on pourrait majorer la somme des aires des rectangles ? Eh bien, en fait, sur le dessin, on voit qu'il y a un majorant qui se porte candidat avec beaucoup d'enthousiasme, et c'est l'aire qu'il y a sous la courbe représentative de la fonction qui a t associe 1 sur racine de t. Schématiquement, ce que je dis, c'est que la somme des aires des rectangles, elle est inférieure ou égale à l'aire qu'il y a ici, donc sous la courbe en violet, tout simplement parce qu'il y a non seulement l'aire des rectangles, mais il y a aussi quelque chose en plus. Donc ça, il faudra qu'on l'argumente ensuite dans la technique, mais c'est ce qu'on voit. Et là, il y a une question inévitable. Question de Perceval. Quel est l'intérêt de majorer grâce à l'aire sous une courbe ? Et c'est une question essentielle à se poser. Et je vais prendre le même point de départ que tout à l'heure, au tout début de cette émission. On ne sait pas calculer la somme des 1 sur racine de k. Par contre, on sait calculer l'intégrale entre deux bornes données de la fonction qui a t associe 1 sur racine de t. Et étant donné qu'on peut comparer les deux, donc on explique ici que cette somme va être inférieure à une certaine intégrale, et qu'on sait la calculer, eh bien on va obtenir un majorant. Donc c'est toute l'idée de ce qu'on appelle une comparaison série intégrale. Et donc on peut se mettre sur la voie de la majoration. On va faire quelques exemples dans un premier temps. On va se dire que notre 1 sur racine de 1, on l'aurait majoré par l'intégrale de 0 à 1 de la fonction qui a t associe 1 sur racine de t, puisque c'est l'aire sous la courbe entre les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. De la même manière, si on se place ici, on aurait majoré l'aire du rectangle, qui vaut 1 sur racine de 2, par l'intégrale entre 1 et 2 de l'exacte même fonction. Et donc si on généralise ça, on se dit qu'il est raisonnable de penser qu'on peut majorer un 1 sur racine de k par l'intégrale de k-1 à k de la fonction qui a t associe 1 sur racine de t. Et ensuite, on voit même que la technique va nous pousser à faire la somme de ces quantités-là. Donc on va sommer de ce côté-là pour obtenir la fameuse somme des aires des rectangles que j'ai représentée ici. Et on va aussi faire la somme de l'autre côté pour obtenir l'aire totale sous la courbe. Période de recherche. Il y a un petit problème avec la notion d'aire sous la courbe. Parviens-tu à le localiser ? Alors, avec les outils du lycée, le problème se trouve précisément à cet endroit, dans la toute première inégalité que je t'ai proposée. Parce qu'en effet, si on fait un dessin, l'aire sous la courbe, eh bien, pose un petit problème puisque la hauteur, entre guillemets, est infinie. On monte très très haut ici, on a une fonction qui tend vers plus l'infini lorsque tu es en vers 0. Et donc l'aire que je hachure ici,
pas de problème, mais ça monte tellement, et on se demande si parler d'air, ça a déjà du sens. Et on pourrait parler d'intégrale généralisée, d'intégrale impropre, avec des notions du supérieur, mais je te propose quelque chose de beaucoup plus pragmatique et de beaucoup plus simple. C'est de ne pas majorer l'aire du premier rectangle. On va laisser ça tranquille. Donc techniquement, il va y avoir un rectangle qu'on laisse de côté, et on va majorer tous les autres avec des intégrales qui sont des intégrales de fonctions continues sur des segments et qui ne posent au lycée aucun problème. Je vais prendre quelques temps pour écrire ça, et je te retrouve quand la technique commence à devenir un peu plus difficile. Alors voilà la mise en œuvre technique de ce qu'on a dit. On a laissé le premier terme de côté, le 1 sur racine de 1, que j'ai transformé en 1, et ensuite, tous les 1 sur racine de k ont été majorés par des portions d'air sous la courbe. Alors mathématiquement, il faudrait le justifier. Il faut se rappeler que les ordonnées, on les a interprétées comme l'aire de certains rectangles. Donc techniquement, on pourrait interpréter ce 1 sur racine de k comme l'intégrale entre k-1 et k d'une fonction constante égale à 1 sur racine de k. Et on s'aperçoit ainsi que la propriété à laquelle on fait appel, eh bien, c'est ce qu'on appelle la croissance de l'intégrale. On explique que si on a une fonction f inférieure à une fonction g, donc ça veut dire qu'en tout point f de x est plus petit que g de x, alors pourvu qu'on intègre avec des bornes dans l'ordre croissant, on va avoir intégrale de f plus petit que l'intégrale de g. C'est ce que je vais compléter dans ma rédaction, et je vais continuer ensuite en expliquant qu'on peut rapiécer ces petits bouts d'intégrale par la relation de Schall. Et voilà comment on contrôle une somme qu'on ne sait pas calculer par 1 plus une intégrale. Et comme je le disais à Perceval tout à l'heure, l'intérêt de cette intégrale, c'est qu'on sait la calculer. Et je vais terminer tranquillement le calcul, et on va voir quel majorant on a obtenu. Et voilà comment résoudre une nouvelle fois cet exercice. On a réussi, finalement, à obtenir un majorant 2 racines de n-1, qui est plus fin que celui que proposait l'énoncé, qui est 2 racines de n. Donc, il y a pas mal de questions qu'on peut se poser ici, et la première, c'est pourquoi, finalement, on a réussi à obtenir une unité entière de moins. Alors, c'est quelque chose qu'on a vu il y a très peu de temps, c'est au moment où j'ai décidé de ne pas considérer cette aire-là pour majorer. En fait, c'est l'aire d'une surface, effectivement, qu'on peut considérer comme infinie, mais l'aire elle-même est finie, et si on la calcule, on va trouver exactement 1. Donc le concepteur de l'énoncé, vraisemblablement, a utilisé une comparaison serrée intégrale et a majoré par toute l'aire sous la courbe et ne s'est pas embarrassé de ce qui se passait entre 0 et 1. Question d'Agathe. Était-on vraiment sûr de pouvoir conclure grâce à cette méthode? Alors la réponse, c'est non. Et c'est là que je vais prendre le temps de faire le bilan et de comparer un peu la valeur des deux solutions que j'ai présentées jusqu'à présent. Donc si je remonte tout en haut, l'exercice nous proposait lui-même un majorant 2 sur racine de n. Et je proposais une alternative entre établir nous-mêmes une majoration assez fine et tout simplement suivre le raisonnement logique privilégié qui était le raisonnement par récurrence. Si je me trouve dans le cadre de l'étude d'un chapitre sur les raisonnements logiques et que je vois que l'énoncé me propose un majorant, je vais m'engouffrer, comme le proposait Achille au tout début, dans un raisonnement par récurrence. Par contre, si je veux m'exercer, et notamment que je veux assimiler une technique, et la technique que j'ai proposée ici, c'était la technique de comparaison serrée intégrale, eh bien par curiosité, je vais essayer de voir quel majorant je suis en mesure d'obtenir par moi-même. Il s'avère ici que, clairement, le concepteur de l'énoncé avait utilisé lui-même une comparaison serrée intégrale pour obtenir ce majorant. Donc voilà comment mettre les choses en perspective. Mais l'idée générale, c'est que l'exercice permet de s'exercer, et j'estime qu'on est bien mieux avec deux solutions qu'avec une seule, tout simplement. Question de Jade. Avez-vous d'autres exemples d'utilisation de cette comparaison serrée intégrale? Eh bien, il s'avère que oui, et je pense pouvoir en mentionner deux. Il y en a un dans une vidéo que j'avais faite spécifiquement sur la comparaison serrée intégrale, c'était il y a quelques années déjà, et j'avais mis en scène la somme des 1 sur n ln de n. Et de l'autre côté, il y a aussi un exemple avec une vidéo très récente que j'ai publiée, où je démontre que la somme des 1 sur k
pour k allant de 1 à n tend vers plus l'infini. Et pour démontrer ce résultat, donc je le démontrais dans des vidéos courtes à l'aide de techniques qui n'ont rien à voir, mais je l'ai démontré dans la vidéo dont je fais apparaître la référence juste au-dessus, avec cette fameuse comparaison série intégrale. Et je pense que ça fait le tour de cet exercice. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.